Contact. Adel Boulad, Oui. qui es-tu? Je suis Adel, c'est pas Adel, c'est Adel. Ok. Ah, tu peux mettre 3 A comme ça, vas-y, répète derrière moi. Adel. Adel? Voilà, merci. Ça veut dire le juste, justinien. Ah, je savais pas. Adel Voilà. le juste. Mais toi, t'es qui? C'est quoi ton identité à toi? Tu viens d'où? Moi, je m'appelle Certes, j'ai 29 ans. Et si je dois répondre à ta question, je répondrai de plusieurs manières. Toi, t'es blanc, tu me demandes du viens d'où. C'est pas la même manière que si un Rhône me demande du viens d'où. Ouais. Moi, je vais te répondre que je suis né à Clichy, en 92. Ouais. J'ai grandi à Persan, en 95. J'ai fait mon DUT à Sarcelles et j'ai fait mon école de commerce à l'ESC Po. Et toi, je pense qu'en tant que blanc, tu veux savoir d'où je viens avant tout ça? Non? Non. C'est marrant que tu me dis ça. Et un Renoir, tu lui répondrais comment? Je suis haïtien d'origine. Je suis un mec de Cergy. Je suis un occidental âgé de 49 ans. Salut. Blanc, hétérosexuel, de gauche, journaliste, néo-parisien, provincial dans l'âme. C'est quoi être provincial dans l'âme? Ah, provincial dans l'âme, ça c'est quelque chose. Moi je pense que c'est ça. Et si tu veux vraiment une définition de mon identité, c'est ça. C'est une sorte de complexe, je pense quand même. Ouais. Ouais, de complexe d'infériorité, mélangé à un peu de la colère. Le provincial est en colère? Ouais, Ou je le pense. provincial qui débarque à Paris? Non, le provincial qui débarque à Paris. Ouais. Non, le provincial qui débarque à Paris, il vient étouffer sa colère et il vient réussir, être là où ça se passe. T'as la double nationalité? Ouais, j'étais polonais avant d'être français en fait. Ah oui? Je me définis souvent comme polonais parisien parce que je suis né Ouais. à Paris et je suis très parisien aussi. On m'a même souvent fait remarquer que mon accent était assez prononcé. Et parisien, on pourrait même dire Montparnasse. T'as toujours vécu dans le quartier, non? Puis, je suis né dans le quartier. Je suis né ici et moi j'ai pas de famille en France. Ouais. Moi je me barrais en Pologne en fait. Ouais. Et ce qui fait que n'ayant pas d'attache en France, il y a une espèce de truc où finalement mon identité parisienne a pris le Ouais, dessus c'est ça. sur l'identité française. Quelle est ton identité? Langue maternelle arabe, grandi en Égypte, de religion non musulmane, chrétien, et d'origine syrienne. Ensuite, travaillé dans des sociétés multinationales américaines, en anglais, donc, et pratiquant les arts martiaux depuis 1969. Donc je suis japonais, américain, syrien, libanais, etc. Avec... Tu parles japonais? je parle japonais technique, puisque Wow. j'enseigne, d'accord? Et donc on a une multitude, là, pour moi, une multitude d'identités possibles. Quand j'ai travaillé pour la société digitale, notamment après pour Cisco, j'allais de pays en pays. J'arrivais en Angleterre, j'étais anglais. Le lendemain, je prenais l'avion, j'arrivais en Italie, j'avais un costume, et j'arrivais, et les Italiens me prenaient pour un Italien. Donc c'était, disons, relativement facile. Je ne m'imposais pas, en tous les cas. J'apportais une valeur ajoutée, mais je ne m'imposais pas avec ma propre culture. Quoi le cliché où te gave le plus concernant les Polonais? Il y en a en France. Ouais, il y en a un qui me gavait à une époque. Maintenant, il me fait marrer, c'était celui lié à l'alcool. Ouais. Et en fait, moi, le cliché du Polonais bourré m'énervait tellement que quand j'allais en soirée, je mettais une fierté, tu vois, un point d'honneur à pas boire. Et j'ai tenu jusqu'à mes 27 piges. Tu vois. Tu t'es tapé toutes les soirées étudiantes nettes? Sans boire une goutte, en me faisant chier, Oh, adossé, mon pauvre. adossé contre le frigo, tu vois, à regarder les gens s'emballer. Et moi, j'étais comme un... Enfin, c'est marrant, en fait. Beaucoup plus tard, c'est autour de la trentaine que j'ai commencé à picoler. Et justement, à boire en soirée, à faire le con et tu vas me lâcher, quoi. Bon, voilà, je fais une crise d'adolescence. T'as commencé à pécho des meufs à 30 ans. C'est tout à fait exact. C'est tout à fait exact. Comment toi tu fais pour sortir de ce qu'on appelle sur le web ta bulle de filtre? Soit c'est progressif, un peu comme un oiseau qui est dans sa coquille et qui va s'étirer petit à petit, soit tu mets une patate et tu sors d'un coup. Moi, c'est très simple, je sors de Sarcelles, lycée, collège Persan-Beaumont, collège ZEP, lycée Beaumont-Sauvage, lycée ZEP, DUT Sarcelles, ZEP. Je finis ça, je fais ok, il y a un moment, il faut sortir de ça. J'ai pris la carte de la France, j'ai regardé Pau, la ville la plus loin de Paris, j'ai dit je vais là-bas et je me casse. J'ai vécu en Argentine, j'ai vécu à Londres, j'ai vécu j'ai pas peur d'aller dans ce genre d'endroit-là. Mais cette patate, elle n'est pas facile. Quand j'étais ado, il y avait deux freins par rapport aux autres communautés. La communauté parisienne, qui est une autre communauté, qui est la communauté de banlieue. La première, elle était financière. Ça coûtait cher d'aller à Paris. Ouais. Donc financièrement, t'allais à Paris, le train, il coûtait 18 balles aller-retour, 18 € quand t'as 14-15 ans, c'est énorme. Tu parles même pas de manger, t'as rien du tout. Et tes darons, en général, ils sont ouvriers, femmes de ménage, donc ils sont pas blindés. Et en plus, tu connais pas les codes de la ville.
Donc tu restes avec les gens dont tu connais les codes. T'es vraiment un électron libre. Hein. Non, j'ai un ancrage Ouais. militant Ouais. qui est autour de SOS Racisme, Ok. où je pourrais dire éventuellement que c'est ça ma communauté. C'est en fait la communauté de ceux qui refusent le communautarisme et qui refusent le terme de communauté. Parce que moi, blanc, bah, tout à coup, mes amis, mes copains, mes collègues, ma vie sociale profonde, elle était composée de gens que j'aurais jamais rencontrés si j'étais resté dans ma communauté. Ouais. Et parce que eux-mêmes avaient fait un chemin d'émancipation vis-à-vis de leur communauté pour venir vers moi. Et en fait, c'est ça l'histoire de SOS Racisme et de Touche pas à mon pote, qui a parfois été mal interprété. Oui, c'est quoi le mythe fondateur? Bah en fait, c'est comment tu sors de la marche des beurs pour faire un mouvement social d'égalité et non pas de défense catégorielle ou ethnique. C'est pour ça qu'en fait, il y a encore plein de gens aujourd'hui qui sont vénères contre SOS Racisme, parce que SOS Racisme a tiré les marrons du feu politique d'une marche des beurs qui pouvait basculer soit d'un côté du communautarisme, Ouais. soit du côté de l'égalité des droits. Et clairement, SOS Racisme a donné une caisse de résonance, a offert une caisse de résonance politique à tous ceux qui voulaient une France métissée. On est où là? Goussainville, on sort à Goussainville. Goussainville. Yes. C'est une ville dortoir. C'est une Ouais. catastrophe d'avoir créé une ville comme ça. Pourquoi on a créé des villes comme ça? Il n'y a pas de culture. Enfin, il y a très peu de choses. Les gens sont entassés. Medine, il disait cette phrase que j'aime beaucoup. Les hommes sont comme des pommes, tu les entasses et ils pourrissent. Et les villes de banlieue comme ça ont été créées, j'ai l'impression, pour que les gens pourrissent. En France, le truc du récit national, le roman national, machin, c'est trop abstrait, c'est trop, tu vois, on n'a pas tous la même définition du roman national. Ouais, mais c'est un truc dont les éditorialistes et les politiques parlent, Ouais. mais qui en fait touche pas la population. Ça touche pas la population. Ouais. En revanche, ce qui touchait la population à l'époque, c'est que tu avais des identifications très fortes autour de 2-3 pôles en fait en France. Et les deux d'entre eux, c'était quoi? C'était l'Église catholique et c'est le Parti communiste. Les deux ont de fait quasi disparu. Les deux ont de fait quasi Ouais, disparu. ouais. Tu avais une transcendance qui était sacrée dans un cas, laïque dans l'autre, mais il y a une espèce de truc de tout le monde en fait, tout le monde est le bienvenu, et avec l'idée d'améliorer les choses, et puis des dispositifs très concrets, tu vois, des villages vacances, des activités pour les gamins, et je pense que quand ces trucs-là s'effondrent, bah, la nature elle est à horreur du vide, donc ça ressuscite, ou ça hystérise des débats, des trucs qui étaient un peu mis sous cloche, sous couvercle. Moi, j'ai grandi en banlieue. La banlieue, elle est délaissée. Elle est délaissée. Et même moi, qui suis quelqu'un que beaucoup classé comme intégré, j'ai une rancœur de malade en moi. Elle est en moi. Elle est en moi tous les jours. Sauf que j'ai décidé d'utiliser d'une manière différente que de cramer des voitures. J'utilise en me battant, en créant des associations, en montant sur scène. J'utilise d'une autre manière cette rancœur. La France, c'est un pays qui a plein de choses, qui a plein de potentiel. Et que pour certains, ils n'ont pas accès à tout ça. Donc forcément, bah, ils l'aiment moins. Ils l'aiment moins. Et ça se voit dès la jeunesse. Moi, j'ai grandi en banlieue dans une classe, au collège, on était 40 dans la classe. Où après, j'allais au lycée où j'ai passé mon bac, où on avait le taux d'échec le plus fort au bac. Donc je suis parti en école de commerce sans savoir que les prépas existaient. Parce que depuis tout petit, c'est comme ça. Et donc, ouais, donc forcément, et c'est humain en fait. Il y a du favoritisme, donc tu vas moins aimer. En fait, tout est question de cœur et d'émotion. On essaie de tout rationaliser, alors que tout est une question de cœur et d'émotion et quelque part d'amour. Tu me disais la peur. Ils ont peur de quoi, les Renois et les banlieusards? Ils ont quoi à perdre? Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de se prendre un râteau géant en allant devant des gens qui veulent pas d'eux. Il y a quoi de pire que ça? Que d'arriver dans un endroit et te faire dévisager. Il y a quoi de pire humainement que ça? Il n'y a rien de pire que ça. Adel, t'es lancé dans un combat contre l'entrisme islamique au sein des entreprises. Ce n'est pas un combat contre l'entrisme islamique entreprise. Hein. Ce que je dénonce là, c'est le tabou de l'entrisme islamique entreprise. Ok. Et là, j'ai été confronté pendant plusieurs années à l'impact des obligations religieuses islamiques dans la société égyptienne, dans les clubs, dans les écoles, dans les ministères, dans les entreprises. L'impact, je l'ai pesé, ça pèse 30% hein, de pertes économiques. Mais attends, ça s'incarnait comment? Qu'est-ce qu'il y avait notamment comme pratique qui prenait de l'ampleur et qui minait vraiment potentiellement un collectif? Ça commence de manière tout à fait anodine. Hein. On est ensemble. Là, et donc, si le musulman dit, le salarié, ben moi je veux prendre des crevettes parce qu'ici c'est pas halal. Donc là, il vient d'afficher
Et petit à petit, c'est d'autres affichages, d'autres pratiques qui se traduisent par une revendication pour une salle de prière, pas de réunion vendredi. Pourquoi? Parce que j'ai l'obligation pour aller, etc. Par exemple, on force une direction à renoncer à la promotion d'une femme au poste de manager. Ah oui, tu l'as constaté. C'est Constaté, mesuré. Ok. Est-ce qu'on risque pas d'alimenter ce sentiment qui existe chez un paquet de musulmans en France, à tort et à raison, mais beaucoup à raison, de on veut pas de nous, on veut pas de notre religion, on est contre notre religion, ou bien on est contre nous parce qu'on est arabe. Est-ce qu'on risque pas d'en jeter plus dans les bras des islamistes qui donneraient le sentiment d'être les seuls à les écouter? Les deux attitudes actuellement des managers, elles sont soit c'est non, j'interdis, donc c'est la confrontation, ok, soit c'est on va laisser faire, etc. Mais quand on voit dans le détail ces deux attitudes, elles finissent par cliver, elles finissent par générer un climat. Et ça dégrade la productivité, l'attractivité de l'entreprise, ça dégrade la pérennité de l'entreprise. Hein. Ce n'est pas des broutilles, Charles, je suis désolé. Non, tout à fait. On arrête là juste. Maintenant, ce que je préconise, c'est ni la confrontation, ni le laisser-faire, ni les arrangements. C'est la voie du management. De faire quoi? La pédagogie du projet. Si le projet d'entreprise ou le projet du club sportif n'est pas suffisamment motivant et mobilisateur, aux dirigeants, aux managers de se remettre en cause. Maintenant, s'il l'est et qu'il y a des minorités qui commencent à obstruer, la question est simple, c'est quel est votre projet? Nous avons ce projet. Est-ce que notre projet vous intéresse? Si vous voulez imposer votre projet ou le forcer, il n'est pas compatible avec le projet du club ou le projet de l'association ou le projet d'entreprise. Donc, allez trouver un autre endroit où c'est compatible, il n'y a pas de problème. Donc, et les DRH savent négocier les sorties, il n'y a pas de problème. Le nœud du problème, c'est qu'on n'est plus d'accord sur les règles qui nous réunissent, tu vois. Voilà, je pense que et du coup, on se rabat sur, comme je disais, sur ces identités plus particulières, avec des schémas amis-ennemis, oppresseurs-oppressés, tu vois, victime-bourreau. Ouais, c'est ça. Où voilà, chacun essaie non seulement de trouver sa place, mais tirer vers soi, en fait, un certain nombre d'avantages, tu vois, d'attention. En fait, quand tu fais des sondages sur l'appartenance des gens, quand tu leur demandes de lister de 1 à 10 leurs préférences, en 1, tu verras toujours les valeurs, et en dernier, tu verras toujours la religion ou le lieu de naissance. Toujours. Mais à un niveau extrêmement faible. Donc en fait, c'est même pas négociable, c'est comme ça. Les gens, ils se sentent ce qu'ils veulent devenir. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que ça me saoule le gros bruit de l'identitarisme en ce moment. Je pense qu'il est vraiment minoritaire. Oui. Mais il est très bruyant. Ouais. Et surtout, il pèse sur une classe moyenne qui pense qu'ils sont plus nombreux ou plus influents qu'ils ne veulent bien le dire. Et donc le discours politique qui reprend à son compte la lutte anti-identitariste, tout en basculant à l'extrême droite, elle peut emporter le morceau parce que nous, les gens de gauche, on a peur de notre ombre. C'est quoi le danger? Le danger, c'est que plus pur que moi, tu meurs. Et donc qu'à la fin, ce soit chacun chez soi, mais vraiment chacun chez soi. Mais est-ce qu'on n'y est pas déjà là? Il y a encore de la marge, hein, Ah ouais. t'inquiète. Hein. Contact.